Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de l'association France Alzheimer 31. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'antenne toulousaine de l'association France Alzheimer. J'y ai rencontré deux charmantes dames, Ginette Arias, la présidente, et Marie-Claire Audier, bénévole. Deux femmes engagées dans l'association depuis un certain nombre d'années. Ayant été touchée par un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, ce sujet me touche toujours. État de la recherche scientifique, diagnostic, prise en charge, formation des aidants, activités pour les malades, etc. Ginette Arias et Marie-Claire Audier m'ont apporté leur lumière sur toutes ces questions. Madame Ginette Arias, vous êtes présidente de l'association France Alzheimer à Toulouse. Pouvez-vous nous retracer l'histoire de l'association France Alzheimer et de l'antenne toulousaine en particulier ? L'antenne toulousaine a eu 40 ans en 2025, puisque nous avons été créés simultanément à l'antenne nationale, dont l'idée nous était issue des États-Unis. La fille de Rita Hayworth ayant trouvé beaucoup de réconfort à échanger avec des familles. Elle a créé la première association des familles aux États-Unis, qui a essaimé en France en priorité et en Europe maintenant. Donc elle existe depuis 1985, c'est ça ? Okay. Combien de membres avez-vous et quelles sont les actions principales de l'association ? Actuellement, c'est une association départementale, France Alzheimer étant une association nationale, mais qui fonctionne comme une fédération, c'est-à-dire que chaque association départementale a des statuts propres, mais rattachée à une entité qui nous apporte évidemment des subsides pour proposer toutes nos actions gratuitement et aussi la reconnaissance d'utilité publique qui fait de nous quand même des acteurs incontournables des professionnels sur les départements. Donc nous avons 500 adhérents en Haute-Garonne qui sont répartis principalement sur Toulouse et la couronne, environ à 30 km autour de Toulouse. Nous avons assez de mal à essaimer sur les deux bouts du département. Enfin, la Haute-Garonne est un département très long. Et justement, nous sommes en cours nous avons deux projets à Revel et à Saint-Gaudens de création d'antennes locales. Et comme le bénévolat dans les milieux ruraux sont un peu compliqués. Mais là, nous avons des équipes apparemment sur les deux bouts du département qui sont très motivées et nous espérons beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? C'est une maladie neurodégénérative ou neuroévolutive. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Marie-Claire Audier ? Dans les colloques éthiques, il y avait une philosophe qui a dit « Je ne veux plus parler de dégénérative, on va parler d'évolutive ». Bon. Et donc, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, ou jusqu'au début des années 90, elle était assimilée à une maladie psychiatrique. Et dans notre ville, quand il y avait des troubles un petit peu trop dérangeants, c'était direct l'hôpital psychiatrique Marchand. Ce qui n'a plus cours aujourd'hui, Dieu merci, puisqu'on a fait la différence entre la psy et la neuro. D'accord. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Marie Audier ? Alors, oui, c'est une maladie quand les premiers symptômes graves se déclarent et dont les familles sont toujours très, très conscientes très vite. Il faut savoir que la maladie s'est installée au moins 10 ou 15 ans avant. Donc, c'est une maladie à bas bruit à ce moment-là. La molécule, la protéine amyloïde a commencé à impacter les synapses des neurones. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, le cerveau est tellement riche en capacité de contourner les zones impactées que pendant très longtemps, le cerveau est capable de répondre aux sollicitations. Et puis à un moment donné où l'impact est trop grand et c'est à ce moment-là que les premiers signes apparaissent. Et alors donc, vous le savez, souvent, la plupart du temps, bon d'abord on parle de maladie d'Alzheimer et maladie apparentée parce que selon les zones qui sont impactées, il y a différents symptômes. Nous en avons eu dans les malades jeunes, par exemple, on avait une dame qui avait la maladie de Benson, qui avait toute sa mémoire, toute sa réflexion, mais qui ne pouvait pas comprendre ce qu'étaient les objets. L'appareil visuel était parfait. Simplement, la zone qui interprète, ça, je sais que c'est un crayon. Elle ne voyait pas le crayon ou elle ne savait pas ce que c'était, ça aurait pu être une fourchette.
Donc voilà, c'était un genre de maladie. Il y a les maladies, la démence frontotemporale, il y a la maladie à corps de Lévy. Bon, donc, mais la plupart du temps, c'est la maladie d'Alzheimer qui commence souvent par perte de mémoire immédiate, perte de l'orientation, bon, et puis après, quelquefois des aphasies. Par rapport au langage, une perte du langage. De toute manière, pendant la maladie, le langage s'appauvrit. C'est pour ça que la sécurité sociale finance pour les malades la kiné, pour la mobilité, parce que encore, enfin, il faut continuer. Il y a des malades qui ont besoin de continuer à marcher. Et surtout, ne pas perdre trop de mots. Donc, les orthophonistes sont remboursés, les séances d'orthophonie sont remboursées pour les malades, ainsi que la kiné, comme soutien et maintien des capacités. Est-ce qu'on peut la soigner? Est-ce qu'il y a des traitements? Hélas, pas encore de traitement curatif. C'est prometteur. Et certains médicaments sont déjà autorisés de par le monde et en Europe. En France, nous sommes plutôt frileux pour accorder. Nous avons aussi une politique de tout rembourser et c'est très coûteux. Et je pense que les freins sont aussi là pour les autorisations, sachant que actuellement les médicaments qui sont exploités, ils ont dépassé l'expérimentation. Même s'il y a encore des expérimentations à Toulouse. Oui, il y a toujours de la recherche. Tant que ce n'est pas autorisé, il y a des protocoles de recherche. Mais les protocoles de recherche ne concernent que 10 à 12 participants sur chaque site. C'est peu pour... voilà, et toujours en tout début de maladie. Et ça ne concerne encore que les tout débuts de maladie. Donc, curatif, on est encore loin. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ces médicaments dont les Américains ont commencé. Bon, ça ne fera que retarder l'apparition des symptômes, ce qui est déjà énorme. Simplement, il y avait un médecin qui vient nous voir régulièrement pour des rencontres avec les familles. Il expliquait que ce médicament-là, qui est extrêmement coûteux, donc il n'est pas encore autorisé en France, il faut un suivi médical très pointu, des scanners. Et à la limite, en France, on n'a pas assez de monde pour suivre ça. Donc, ça sera un des grands freins, je crains. En tout cas, on voit que la recherche est à l'œuvre quand même. C'est pas une maladie qu'on laisse de côté. Tout azimut. Vraiment, il y a beaucoup d'équipes de recherche, et particulièrement à Toulouse. Hein. Même si on peut regretter de ne pas avoir bénéficié d'un élan comme pour le sida, où ça concernait une population jeune. Et là, la mobilité a été mondiale, contrairement, voilà. Mais là, ce ne sont pas les malades qui s'occupent de l'association, ce sont les familles, parce que les malades ne peuvent pas s'organiser. Le sida, c'était des malades jeunes, révoltés, qui ont fait des actions coup de poing. C'était très différent. Quelles sont les actions que propose l'association en direction des malades, d'abord? Alors, en direction des malades, des thérapies non médicamenteuses, puisqu'on les propose aussi dans les accueils de jour, c'est-à-dire activité physique. Gym adapté, il y a la danse même, il y a le ping-pong, je crois, enfin des activités animées par des professionnels. Alors, il y a une activité très spécifique que l'on pratique depuis 3-4 ans, je crois, qui s'appelle la mobilisation cognitive, qui rassemble des tout petits groupes de malades en début de pathologie, conscients de leur pathologie et envie de se battre. Une quinzaine de séances animées par un ou une psychologue et toujours un bénévole. Et l'idée, c'est qu'on accompagne les personnes malades à améliorer leur quotidien. Ce n'est pas un cours dans lequel on dit « vous avez ça, vous faites ça ». C'est plutôt en se rapprochant d'eux, en sachant qu'est-ce qu'ils veulent maintenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et alors, souvent, si vous voulez, ça devient, comme les personnes sont en tout petit groupe, se connaissent, ça commence à faire un groupe de soutien, et souvent, ça se prolonge par d'autres activités. Je sais qu'une de nos bénévoles avait proposé une sortie, prendre des photos, ensuite aller à l'atelier art-thérapie. On avait fait un album, enfin bon. Les bénévoles et les psychologues sont très sensibles au fait que les personnes, pour eux, c'est tellement positif ce travail qu'ils ne veulent pas perdre le lien. Et tant que c'est possible, voilà. Alors ça, c'est vraiment l'activité spécifique
Pour les malades, donc Ginette Arias vous parlait de toutes les activités. Il y en a même qui sont communes, aidants, aidés. Par exemple, la gym adaptée, qui est fait par un professionnel. Mais sinon, c'est le cœur de notre activité, c'est l'aide aux aidants, le soutien aux familles qui ont beaucoup de... Voilà, c'est ça. Et ça, si vous voulez, nos permanences, les formations des aidants, tout ça, c'est beaucoup plus en direction des aidants. Il arrive que l'on reçoive quelquefois un couple aidant aidé, mais c'est quand même assez rare. Depuis quelques années, dans les permanences, vous recevez de plus en plus des personnes malades qui viennent chercher. Avant, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, on n'en voyait pas. Voilà. Tandis que maintenant, quand même, 20% des contacts à la permanence concernent aussi des personnes de moins de 60 ans. Oui, c'est des demandes peut-être de malades jeunes, mais enfin, effectivement. Mais... C'est pas les malades jeunes spontanément, mais souvent, ça concerne les malades jeunes. De toute façon, au départ, il y a un peu un déni de la maladie, du malade et de la famille, non ? Souvent, d'autant plus que maintenant, le profil de la maladie étant de plus en plus identifié tôt, c'est souvent le conjoint qui est en première ligne. Et c'est bon, il compense sans se rendre compte. Là, vous avez quatre messieurs, mais en général, c'est plutôt les dames qui sont... voilà. Par contre, c'est les femmes qui sont les plus touchées par la maladie, statistiquement. Oui, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, pour le moment. Mais bon, si, il y a une question d'âge aussi. Il y a une question d'âge. Nous sommes plus nombreuses à partir d'un certain âge. Je sors d'un cours de gym, il n'y avait que des dames. Et puis, effectivement, alors, on a constaté aussi dans les permanences, c'est beaucoup les filles, les conjointes et les belles-filles qui appellent. Les hommes ont moins envie peut-être de chercher de l'aide auprès d'une association. Ça fait un peu peur. Ils sont étonnamment dans une génération qui n'a jamais fait une vaisselle de sa vie. Des fois, ils arrivent, là, depuis des années, ils sont en train même de faire la manucure à leur épouse. C'est incroyable. Vous avez vu ça sur 40 ans, Ginette, vous avez dû voir ça changer beaucoup. Oui. Parce que c'était pas... Ah oui, tout à fait. Mais ils s'investissent, c'est incroyable. Quels sont les ateliers en direction des familles ? Enfin, aidant famille, c'est la même chose finalement peut-être ? C'est ça, oui. D'accord. Donc j'ai vu qu'il y avait des cafés mémoire, des haltes relais. Le café mémoire, c'est souvent le premier pas quand il y a le déni, justement. D'accord. On vient s'informer parce qu'on a vu ça dans le journal, qu'on vient voir ce qui se passe, alors qu'en réalité, sous-jacent, il y a un questionnement sur soi ou sur un proche. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aussi aux aidants comme pause, entre guillemets, ou comme... pour eux, parce que des fois, c'est très lourd quand même. L'atelier sophrologie qui est ouvert aux aidants. Il y avait eu, je crois, une année, on avait proposé ça à quelqu'un qui était malade, mais c'était compliqué de suivre les consignes. Non, pour les aidants, l'essentiel, c'est les permanences où il y a de l'écoute, de l'information, de l'orientation, parce que les gens sont étonnamment peu informés des aides humaines, techniques, financières qu'ils peuvent demander. Les formations. Et puis surtout, les formations des aidants, qui fait 14 heures, qui a été inaugurée, on a été formés très vite, nous, en 2009, on a commencé, et actuellement, je crois qu'il y en a 15 ou 17 par an, animés toujours bénévoles psychologues, un groupe de dizaines de personnes, ou 10-14 personnes, et là, c'est vraiment, on déroule tout. La première séance est faite par un médecin qui parle de la maladie, la question que vous nous aviez posée, les symptômes, etc., qui répond aussi à des questions pointues sur les médicaments, justement. Après, on balaye tout, les aides que l'on peut trouver, comment s'occuper du malade à domicile, comment garder un peu de temps pour soi, parce que les personnes aidantes, souvent, s'oublient complètement, ce qui crée d'autres pathologies. Le conjoint, c'est de plus en plus le conjoint qui est en première ligne. Alors, un conjoint âgé, si vous voulez, c'est compliqué. D'abord, il y a toute l'histoire d'une vie commune. Ensuite, souvent, le conjoint a des pathologies. On remet le rendez-vous médical parce que on ne peut pas... Enfin, les statistiques médicales sont dramatiques. Dans 50% des cas, le conjoint âgé aidant disparaît avant la personne malade. Parce que la personne malade peut très bien avoir une bonne santé. Mais la pression, le souci, la vigilance, l'insomnie, le stress est tel que souvent le conjoint âgé
qui souvent, dans cette génération-là, ne veut pas se faire aider parce que on a toujours fait face à des difficultés. On est là on n'abandonnera pas. D'ailleurs, des médecins disent souvent, écoutez, il faut une entrée en EHPAD parce qu'on veut protéger le conjoint. Hein, Ginette, mais bon, l'entrée en EHPAD est toujours quelque chose de très difficile. Et ça arrive à quel moment, l'entrée en EHPAD ? Souvent, c'est souvent l'épuisement du conjoint, souvent une opération du conjoint, par exemple, ça peut être voilà, ou alors des troubles vraiment d'agressivité ou autres qui sont, voilà, c'est vraiment au dernier moment. De toute façon, on rentre en EHPAD maintenant, les séjours en EHPAD dépassent rarement 2 ans, on rentre pas en EHPAD pour mourir, mais presque, quoi, quelque part. Puis vraiment, le dernier moment, et les personnes essayent de tenir, enfin la famille essaye de tenir le plus longtemps possible, et donc les personnes arrivent beaucoup plus fragilisées. Que pensez-vous de la prise en charge aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer ? Beaucoup de choses restent à faire, même si on a fait beaucoup de progrès depuis 30 ans que je l'ai rencontré. Celui qui arrive nous voir, il pense trouver une prise en charge clé en main, comme c'est pour le handicap. Eh bien non, nous ne sommes pas reconnus comme handicapés, nous sommes reconnus comme une maladie de l'âge. Et donc, tout reste à faire pour une prise en charge adaptée. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Claire ? Les besoins sont énormes, continus, et les familles, si vous voulez, l'essentiel de la prise en charge repose sur les familles. Quand vous n'avez pas de famille, c'est très compliqué. Il y a des familles où ça marche bien d'ailleurs, où les enfants s'entraident, il n'y a pas de déni. Et puis vous avez des familles dans lesquelles celui qui n'est pas là dit que ça va très bien, et celle qui est près de sa mère, supporte. Enfin bon, il y a vraiment toutes sortes de situations, mais la prise en charge repose essentiellement sur les familles. Et je veux dire, il vaut mieux être un peu argenté pour pouvoir entrer dans un EHPAD si c'est le cas. Hein. De la famille, parce que là, nous avons de plus en plus de personnes qui sont isolées. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus de gens célibataires et seuls, et il y a de plus en plus de malades seuls. Quand on peut les persuader de rentrer à l'établissement assez tôt, c'est bon ces personnes isolées, mais quand elles sont attachées à chez elles, eh bien, c'est compliqué parce qu'on ne soigne pas quelqu'un contre sa volonté en France. Que faut-il faire quand quelqu'un dans une famille commence à perdre la mémoire courte en fait ? C'est quoi les premières démarches à faire ? Il faut l'accompagner gentiment. Il faut surtout jamais mettre en échec une personne qui est malade parce qu'elle ne comprend pas pourquoi. Donc, perdre la mémoire, c'est pas la peine de lui dire « mais je te l'ai déjà dit il y a 2 minutes » parce que d'abord c'est méchant et puis donc il faut prendre les choses tranquillement, répondre ou bien détourner l'attention. Oui, c'est une maladie impressionnante. C'est une maladie qui angoisse parce qu'on perd ses repères, on ne sait pas où on est. Et c'est une maladie on s'isole parce que, surtout en tout début, ils se rendent compte de leur déficience. Et voilà, il y a une question de... Et donc en fait, la démarche, c'est peut-être d'aller voir le neurologue, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le médecin traitant qui devrait orienter systématiquement vers le neurologue. Aujourd'hui, les médecins traitants, les jeunes qui arrivent ont été formés à la maladie, mais ceux qui sont en activité, qui ont la cinquantaine, ils n'ont pas eu de formation à Alzheimer. Donc, c'est compliqué. Le changement dans la vie peut être un déclencheur, comme pour le cancer, par exemple. On sait que pour le cancer, un veuvage, un divorce peut entraîner un déclenchement du cancer qui était là. Et là, la maladie, c'est pareil. Elle peut se révéler à l'occasion d'un décès ou autre. D'ailleurs, souvent, les enfants découvrent la maladie de l'un des conjoints survivants à l'occasion du décès de l'autre qui avait compensé certainement, mais bon, personne ne s'en était rendu compte. Parce que la maladie, quand même, elle n'est pas aussi affectante que ce qu'on veut bien nous montrer dans les médias, parce que c'est ce qui fait vendre. Voilà. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Plus de 70% des personnes diagnostiquées finissent leur vie à domicile tranquillement, quoi, parce qu'ils ont une forme tranquille. Et vous avez l'impression qu'il y a des diagnostics de la maladie d'Alzheimer de plus en plus précoces ?
Ben oui, parce que les gens eux-mêmes s'inquiètent pour eux-mêmes. Il n'est pas encore rare que nous ayons à la permanence, même au téléphone, des gens qui cherchent un moyen de diagnostic. Parce que maintenant, avec le parcours médical, sécurité sociale, il faut que le médecin adresse aux spécialistes. Alors que nous pouvons les adresser directement à l'hôpital, dans les centres mémoire et ressources, là où il n'y a pas besoin de parcours médical. Mais après, quand même, les centres mémoire et ressources refont le retour au médecin traitant. C'est là se crée un cheminement. Mais c'est pas, je vous dis, c'est pas encore rare que le médecin traitant fasse un déni. C'est l'âge. Il y en a qui n'ont pas de diagnostic encore, et parce qu'ils peuvent avoir des aides avec un diagnostic exposé, plus un suivi. Donc c'est très très important. Alors notre médecin référent signalait que effectivement souvent les gens venaient très tôt nous contacter après un diagnostic dans l'année, même dans les quelques mois. Et puis après, si vous voulez, il peut y avoir moins de demandes au bout de 2-3 ans. Puis quand la maladie s'aggrave, les personnes viennent nous contacter aussi. Est-ce que vous pouvez chacune me parler de comment vous êtes arrivée dans cette association ? Moi, j'y suis arrivée avec ma maman en 90, à une époque où même le corps médical déniait le mot Alzheimer. Heureusement, à Toulouse, nous avions des pionniers, le professeur Albaret, qui était membre fondateur de l'association nationale et locale. Et donc, ma maman a atterri à Marchand pendant 3 mois. 1 mois pour l'évaluer et 2 mois pour la persuader qu'elle ne pouvait plus rentrer chez elle, avec le choix de venir chez moi ou d'aller à la maison de retraite. À l'époque, c'était pas EHPAD, c'était maison de retraite. Alors les bons jours, elle ne voulait embêter personne, mais les mauvais jours qui étaient le plus fréquents, elle ne voulait pas qu'on lui mette le grappin dessus. Alors elle a choisi en conscience d'aller à l'EHPAD. Heureusement, nous avons trouvé une maison de retraite à côté de chez nous, où elle allait la voir tous les jours, et elle était très bien. Elle s'est adaptée de suite, parce que c'est une ancienne commerçante, dans son monde, elle avait acheté ça, elle était bien, je me suis bien débrouillée, voilà, elle était très heureuse. Ça a duré comme ça 11 ans. 11 ans, elle est passée par les 3 stades. Et alors, je me rappelle la première directrice qu'il y avait à cette EHPAD, elle est venue aux obsèques, et parce qu'elle leur avait fait tout voir. Et donc, je lui ai dit, vous avez le mérite de venir avec tout ce qu'elle vous a fait. Ma pauvre, elle nous a tout appris, elle m'a dit. Et donc, vous avez continué ensuite. Et bien moi, je me suis retrouvée embrigadée quelque part, voilà. J'ai trouvé des gens sympathiques autour de moi, et voilà. Et vous, Marie-Claire, depuis quand êtes-vous bénévole ? Alors, moi, je viens de la région parisienne. Je suis arrivée là il y a 22 ans, à Toulouse. J'avais commencé en région parisienne. Bon, j'étais sensibilisée parce que j'avais une tante qui n'avait pas d'enfant, donc c'était moi et une autre cousine qui essayions... bien ou mal de dépatouiller d'une situation qu'on ne comprenait pas bien. Hein. Donc ma tante qui avait été médecin avait tout oublié, et elle se mettait en danger. Bon, alors on a trouvé en région parisienne, il y avait des architectes qui avaient travaillé avec des médecins et qui avaient construit des structures à Vaucresson et ailleurs, où l'architecture était faite pour rassurer les personnes. Hein. Donc moi j'avais été très sensibilisée. On avait bricolé une petite halte répit en région parisienne. Donc quand je suis arrivée à Toulouse, moi je voulais continuer du bénévolat, j'étais à la retraite. Et j'ai contacté Ginette Arias qui m'a dit, écoutez, venez. Et j'ai eu la chance, c'était à ce moment-là une plus petite structure. J'ai travaillé avec quelqu'un, pas la permanence, donc très vite. J'avais été conseillère d'orientation psychologue, j'avais beaucoup aimé me former à l'entretien de conseil. Donc j'ai commencé à écouter les familles, et puis après, les activités ont grossi, et puis je suis partie dans le mouvement, parce que comme disait Ginette, c'est une association chaleureuse. Moi j'ai beaucoup, je continue d'ailleurs, à bénéficier de... C'est une association qui marche bien et qui accueille ses bénévoles, donc pour moi c'est important de continuer un petit peu. On s'entend toutes bien. Il y a des femmes et des hommes ? Moins d'hommes, évidemment, comme partout. Enfin, nous avons la chance, je touche du bois des 2 mains, d'avoir toujours eu un trésorier exemplaire. On travaille beaucoup avec notre secrétaire Anne, parce que la comptabilité, c'est pas rien. Hein.
Et donc, si on a envie d'avoir des informations sur France Alzheimer à Toulouse, on va sur le site web, on fait quoi? Oui, il y a un site web, vous tapez France Alzheimer et on vous offrira, vous tomberez sur le site national qui vous invitera à rejoindre le département qui vous intéresse et vous devriez avoir toutes les informations qui nous concernent. Et puis, vous pouvez adhérer, c'est une somme modique, 35 € déductible des impôts. Et là, vous avez la lettre mensuelle qui donne toutes les informations, des témoignages, des événements, des conseils. Voilà, donc c'est aussi une manière d'aider l'association, mais aussi d'avoir toutes les informations. D'ailleurs, les familles s'inscrivent beaucoup. Si vous voulez, finalement, les gens qui nous contactent, je crois, à la permanence et aux formations aidants, c'est pas forcément des adhérents. Les adhérents, ils sont fidèles, on les a aidés à un moment donné, ils restent, et on les connaît pas tous, on sait pas trop comment est la population, et beaucoup de gens qui viennent à la permanence ou qui participent aux formations aidants, etc., s'inscrivent chez nous. Merci beaucoup. L'association recherche toujours des bénévoles, en particulier pour les permanences téléphoniques. La plupart des bénévoles actuels sont des retraités qui ont été touchés par la maladie via un proche. Les nouveaux bénévoles vont être formés afin de pouvoir bien répondre aux questions des appelants. Il y a un petit parcours de formation qui s'ensuit. Si vous voulez en savoir plus sur l'association France Alzheimer à Toulouse, rendez-vous sur le site www.francealzheimer31.org. Sur le site, il y a de nombreuses ressources et vous pourrez trouver aussi toutes les dates des formations pour les aidants sur l'année. Vous allez pouvoir retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube Fabienne Prost Podcast, ainsi que sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, des pouces, etc. C'est ainsi que l'audience de ce podcast, réalisé bénévolement, peut agrandir son audience et donc maintenir son existence. À bientôt pour de nouvelles rencontres.